d'une morale à Biggie. Je rêve pas d'une morale à Biggie. Je fais ça à la Ideal G, à la Ideal G, à la Ideal G. Donc Kerry, comment vas-tu? Ça va, merci. On se voit pour ton album Je rappe encore, sorti le 16 novembre. Ouais. Alors d'abord, j'aimerais savoir, depuis Mohamed Alix, donc on sait qu'il y a eu beaucoup de trucs, il y a eu du théâtre, projet ciné, il y a eu une tournée, Mohamed Alix Tour. Ouais. Qu'est-ce qui a changé en 2 ans pour toi? Pas grand-chose, hein. J'ai fait beaucoup de choses, mais ça ne nécessite pas nécessairement du changement. J'étais au théâtre, donc j'ai écrit un scénario de long métrage que j'ai adapté au théâtre. Et voilà, on a joué 2 mois au théâtre du Rond-Point, qui est un théâtre assez prestigieux dans le monde du théâtre. Et on l'a joué à peu près 120 fois et on reprend en janvier là. Donc c'était une nouvelle expérience. Et entre-temps, j'ai réussi à financer le film. Avec Netflix, donc, c'est ça, non? Ouais, voilà, le film sera sur Netflix après l'été 2019, parce que par le circuit traditionnel du cinéma, c'était quasiment impossible. Et du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie, puisque tu as touché à tout ça, qu'est-ce qui t'a donné envie de revenir dans le rap? Même si ça paraît logique, Ouais. mais qu'est-ce qui t'a motivé à revenir comme ça? Bah, franchement, j'ai arrêté le rap, comme je dis. Ouais. Et je pense que justement, le fait d'aller ailleurs, ça me donne plus envie de faire du rap que lorsque je faisais que ça et que j'étais concentré que sur ça, et que parfois t'as l'impression qu'il faut rentrer en studio parce qu'il faut rentrer en studio, parce qu'il faut être sincère. Au départ, pour nous, bien sûr, c'était une passion, mais c'est aussi comme ça qu'on nourrit nos familles, tout ça. Alors que là, j'ai quand même, entre guillemets, ce que certains appelleraient le luxe de pouvoir choisir, quoi. Je fais un album parce que j'ai envie de le faire. Si je veux pas le faire, je peux ne pas le faire, quoi. Ouais. Et je pense qu'après, ça se ressent sur ta musique. Je pense que je suis beaucoup plus libre dans cet album que sur les précédents. Et justement, alors par exemple, tu dis, un rappeur légendaire, ça se mesure au classique. Toi qui maintenant as ce statut-là, est-ce que tu peux nous expliquer le titre de cet album Je rappe encore? À qui tu t'adresses? Non, en vérité, quand je dis je rappe encore, ça a plusieurs significations. D'une part, ça veut dire que malgré toutes les épreuves auxquelles j'ai dû faire face dans ma vie personnelle et surtout dans ma vie professionnelle, je suis encore là, je suis encore debout, je rappe encore. Même si vous me mettez des bâtons dans les roues, je suis encore là, ça veut dire ça. Ça veut aussi dire que même si la nouvelle génération de rappeurs, ils sont plus vers un truc chanté, j'ai rien contre le chant, hein. Même moi, j'ai chanté dans cet album, j'ai fait 3 chansons. Mais là où ça peut me déranger, c'est quand on chante et qu'on oublie totalement le fond, quoi. Ouais. Et donc c'est là que ça peut me causer problème. Et donc malgré ça, je veux dire que moi, je rappe encore à l'ancienne, ouais, tout en étant dans les temps. Voilà. Et justement, puisque quand tu as sorti ton précédent album, c'était en 2016, depuis maintenant avec la musique, tout va très vite, il y a eu l'explosion du streaming, etc., qui avait quand même un peu moins avant. Ouais. Et est-ce que pour toi, le fait en plus qu'il y ait un peu, enfin moins même carrément de rappeurs conscients, toi tu te places comment dans ce nouveau paysage un peu? Ben, j'existe encore déjà. Et tant que j'existerai, le rap qu'on appelle aujourd'hui le rap conscient, alors que c'est l'origine même du rap. Quand on a connu le rap, c'était comme ça. Les rappeurs disaient des choses, les rappeurs dénonçaient des choses, les rappeurs nous apprenaient des choses, et on n'avait même pas besoin de dire c'est du rap conscient. Pour nous, c'était du rap tout court. Et donc aujourd'hui, le rap a beaucoup évolué. Plus personne ne se réclame du rap conscient, entre guillemets. Même les rappeurs que les gens qualifient de rap conscient, même eux se démarquent de cette appellation. Mais après, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je suis pas un taliban du rap, je suis pas un extrémiste. Je pense qu'il peut exister un rap festif, il peut exister un rap drôle, un rap technique, un rap profond. Moi, ça m'a jamais causé de problème. Le problème, c'est quand les médias, notamment, on va le dire, Skyrock, ne passent qu'un seul style de rap
et font croire à la population qu'il n'existe que ce rap-là. C'est là que ça devient un problème. Mais sinon, il y a de la place pour tout le monde et pour tous les styles de rap. Tu vois, moi, quand j'écoute un mec comme Orelsan, pour moi, Orelsan, il est vrai dans son truc. Je me dis pas que Orelsan doit tenir le même discours que moi pour pouvoir exister. Ouais. Et justement, tu parles de Skyrock, comme ça la parenthèse sera fermée. T'en parles plusieurs fois dans l'album. Ouais. Est-ce que c'est une façon de dire qu'en fait ta rancune elle est tenace envers Sky? Non, mais c'est même pas une rancune, mais ouais, peut-être le prochain, peut-être j'en parlerai moins. Mais là encore, c'est vrai que c'est encore frais, mon entre guillemets divorce avec Skyrock est encore frais, mais il faut savoir qu'en vérité, on n'a jamais eu des super bons rapports. Hein. Ça a toujours été des rapports tendus, même quand j'allais là-bas. Ouais. J'avais un morceau sur un album qui s'appelle À l'ombre du show business, qui s'appelait Vrai Peura. Vrai Peura, c'était déjà pour Skyrock. Ils ne veulent prendre aucun risque, voudraient faire vérifier nos textes par le ministère de la Justice. Depuis que les radios mènent la danse, les rappeurs mènent des carrières de 3 minutes 30. C'était déjà pour Skyrock. D'ailleurs, on avait fait l'écoute de l'album avec le directeur de la programmation de Skyrock, Laurent Bono, dans les studios de Warner, parce qu'à l'époque, j'étais chez Warner. Et donc, on lui fait écouter tout l'album, À l'ombre du show business. Et en dernier, on lui fait écouter ce titre. Et il est devenu fou. Il dit « Ah, je suis pas d'accord, les gars ». Et après, tu sais ce qu'il a dit? Il a dit « Mais je vais quand même jouer cet album. Comme ça, les gens penseront que vous parlez d'énergie. » Justement, tu dis, pour revenir sur le rap conscient, quand tu dis peut-être que font du rap d'inconscient, est-ce que pour toi aujourd'hui, le fait de faire du rap conscient, c'est toujours une forme de contre-culture dans le rap? Ou est-ce que tu as l'impression qu'avec toute la démocratisation du mouvement, avec tous les courants qu'il y a, il n'y a plus vraiment de contre-culture avec le rap? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, la position la moins commerciale, c'est de faire du rap qu'on appelle le rap conscient. C'est la position qui est la plus difficile à tenir. Alors que le rap qui était censé avant être un rap soi-disant hardcore, où on va parler vraiment de la cité, des armes, c'est devenu aujourd'hui assez commercial, puisque ce rap-là passe sans aucun problème sur les ondes, même en national, quoi. Tu parlais tout à l'heure tu disais qu'il y avait du coup moins de rappeurs conscients, en tout cas ça se voit plus dans la masse. Sur PDM, t'as ramené Kalash Criminel, qui lui, c'est pas un rappeur conscient, mais il a quand même des fulgurances un peu politiques, je dirais. Ouais. Est-ce que c'était logique pour toi de l'amener sur ton album? Est-ce que tu peux me dire comment s'est fait un peu la connexion? Alors au début, je voulais juste lui faire un petit clin d'œil. Personne n'a osé faire un truc aussi sauvage. Dans toute l'histoire de l'humanité, personne n'a osé faire un truc aussi sauvage. Après, quand il est venu, on a essayé un refrain. On a trouvé que le refrain était mortel et donc on l'a gardé. On est tu sais d'où l'on vient, africain. Tu sais d'où l'on vient. Quel est le pays merde? Quel est le pays merde? Mais moi, Kalash Criminel, j'avais déjà repéré que c'était quelqu'un d'assez politisé. On voit ce qu'il a fait récemment avec son morceau Cougar Gang, ouais. qui a causé problème et qui a fait polémique. Il a un autre morceau dans lequel il dit, il parle de drogue, flingue, violence, mais ne parle jamais des conséquences. Et j'ai repris ces deux phrases-là, je les ai mises dans le dernier morceau de mon album, Le jour où j'arrêterai le rap. Il parle de drogue, d'armes, de crimes, de violence, gang, mais ne parle jamais des conséquences. Donc je pense que Kalash Criminel, c'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules. Après, il a son image à lui, bien thug, bien rue. Mais nous, on avait aussi cette image-là qu'on était à l'époque d'Idéali. Je dirais pas conscient, pas inconscient. En tout cas, ce n'est pas un rappeur inconscient, voilà. Kalash Criminel. Ouais. Okay. Et justement, tu parles de rap hardcore. Aujourd'hui, quand on dit rap hardcore, c'est que, effectivement, on a l'impression que c'est que les gens qui parlent de drogue, ou de rue, ou de violence. Pour toi, on a l'impression que dans ta bouche, c'est plus une façon de... Plus on dit des choses, plus on est contestataire, plus c'est hardcore. Est-ce que tu le vois comme ça aussi? Ouais, pour moi, hardcore, ça veut dire être dérangeant. C'est aller à l'encontre du vent. C'est ça, être hardcore. Mais si le vent va dans la direction des drogues, de la violence, des armes, d'insulter les femmes
et que tu vas dans cette direction-là, pour moi, t'es pas hardcore, t'es commercial. Ouais. Ouais. Et alors justement, sur par exemple les productions dans l'album, c'est des choses très actuelles. Tu as aussi des nouveaux flows. Est-ce que c'est quelque chose que tu voulais vraiment faire, ou tu t'es dit, il y a cette partie-là, cette frange du rap qui fonctionne, il faut que je me mette à ça? Mais déjà, sur le dernier album, Mohamed Alix, je trappais déjà. Et aujourd'hui, quand j'écoute un son, j'ai du mal à m'imaginer rapper sans trapper, quoi. Parce que tellement ça a pris de l'ampleur, ce truc, que par exemple sur le morceau Amel, je me suis dit non, je vais rapper tout droit. Rap français comme avant. Amel respire, Amel retrouve le goût de vivre, Amel désire. Mais sinon, c'est difficile parce que même les prods, elles sont plus faites de la même manière. Et tu peux pas rapper comme en 1998 sur les nouvelles prods que nous envoient les producteurs. Et puis moi, j'ai aucun problème avec la forme. Parce que pour moi, déjà, il faut savoir que le rap, c'est pas mon combat. Mon combat, c'est les gens. Mon combat, c'est le peuple. Le rap, c'est un moyen par lequel j'espère combattre pour les gens. Mais c'est pas mon objectif, n'est pas le rap. Donc pour moi, j'ai pas de souci à changer de forme. Je peux trapper du moment que le fond reste le même. Je peux chanter du moment que le fond reste le même. Et je peux faire une pièce de théâtre, le fond reste le même. Je fais un film, le fond reste le même. Ouais. Et du coup, d'ailleurs, sur la trappe, en fait, il y en a très peu, même j'ai envie de dire aucun à part toi, qui a un discours comme ça engagé, mais sur effectivement des rythmiques et sur des prods qui sont très trap. Très modernes, ouais. Ouais, parce qu'en plus, c'est un moyen de toucher aussi les plus jeunes. C'est aussi le but quand on veut faire passer un message. Alors si je veux toucher les plus jeunes et leur faire passer un message, mais je le mets sous une forme qui ne parle qu'aux plus anciens, qui ont déjà compris mon message, ça n'a pas de sens. Alors dans l'album, tu name drop Ardisson, tu name drop la bande à Ruquier. Ouais. Alors c'est quoi le reproche principal que tu fais à ces personnages-là de télé? Pour chacun d'entre eux, j'ai une expérience personnelle avec eux. Ardisson, il m'avait piégé dans son émission en 2002, quand j'avais sorti mon premier album solo, Si c'était à refaire. Donc pour ça, je l'ai jamais avalé. Et franchement, quelqu'un pourrait dire qu'il a eu de la chance que c'était à cette époque-là où j'étais dans un état d'esprit vraiment hyper pacifiste. Aujourd'hui, je pense que s'il me faisait ça, on va terminer dans les chroniques faits divers, tu vois. Non, okay. Mais vraiment, j'étais vraiment dans un truc j'étais pacifiste. Je voulais vraiment pas avoir recours à la violence ou quoi. Mais il m'a piégé et ça, et je l'ai très mal vécu. Ensuite, au Ruquier, c'est parce qu'à chaque fois, il avait une émission qui passait tous les jours. Et à chaque fois que je sortais un disque, ces chroniqueurs, ils cassaient mon disque, tu vois. Ils disaient que c'était de la merde. Une fois, je le rencontre à la fin du concert de Grand Corps Malade. Il était là, et Jean Rachid me le présente. Et il lui dit, voilà, c'est Kerry James, et il fait semblant de ne pas savoir qui je suis. Et moi, je lui dis, mais on se connaît. Chaque fois que je sors un disque, vous le massacrez. Et il a tout mis sur ses chroniqueurs, tout ça. Voilà. Il a fait des grands gestes. C'est ce genre de mec. Okay. Ouais. Et justement, aujourd'hui, est-ce que, je ne sais pas s'ils t'ont réinvité, est-ce que tu n'as pas envie de prendre une revanche maintenant que tu as peut-être plus de mots pour exprimer ce que tu veux dire? Non, en fait, plusieurs fois, ils m'ont réinvité, mais m'ont Ruquier dans plusieurs de ses émissions, parce que des fois, il y a des chroniqueurs ou des gens qui travaillent avec lui, qui ont une vraie vision de ce que je suis et de ce que je fais, et qui pensent que ma parole est à entendre. Mais j'ai jamais accepté d'y aller, parce qu'en fait, quand tu vas dans leurs émissions, déjà, tu es sur leur terrain à eux. Et donc, si tu ne fais pas partie de la famille, s'ils n'ont pas décidé de te dresser un joli portrait, tu es déjà sur leur terrain. En plus, le montage, il est pour eux, c'est eux qui décident à la fin de ce qui sera vu, de ce qui sera dit. Donc ça n'a pas vraiment de sens. Si c'était des amis, ouais, j'irais. Mais comme c'est pas des amis, j'ai aucun intérêt à me lancer dans
dans la gueule du loup, quoi. Ouais. Et quand tu vois, parce que maintenant il invite de plus en plus de rappeurs, puisqu'il est obligé, même Thierry Ardisson, est-ce que tu regardes un peu et tu te dis ce truc-là est vraiment abusé, ou alors est-ce que tu vois des choses, toi, qui t'ont vraiment... Ouais, quand il y a un rappeur qui passe, je regarde de temps en temps. Mais c'est un exercice assez compliqué. Mais moi, c'est pas pareil. Si j'y vais, je vais être amené à parler de sujets qui sont des sujets sensibles, sur lesquels on n'interroge pas forcément un autre rappeur. Tu vois, donc c'est plus délicat. Et comme dans ces émissions, ces animateurs-là sont aussi des stars, tu vois, c'est ça le problème. Donc le mec veut exister aussi. Moi, quand je fais une interview avec toi, tu veux faire sortir de moi des choses intéressantes, c'est tout. Tu veux pas te faire de la pub, devenir, tu vois. L'autre, quand il est en face de toi, il se dit comment ça va passer dans le zapping. On va dire, waouh, t'as vu Ardisson avec Kerry, ou tu vois, ils sont dans un autre état d'esprit, tu vois. Ouais, t'as la dimension un peu spectaculaire du voilà, truc. exactement. Et du coup, est-ce que pour toi aujourd'hui, ces médias-là, en tout cas, on peut parler de la télévision, est-ce que ça peut être bénéfique encore à des artistes aujourd'hui, selon toi, quoi ? Ou c'est juste toi, en fait Les attachés de presse n'arrêtent pas de dire que, soi-disant, c'est bénéfique. Moi, T'en doutes. j'y crois pas vraiment. Qui regarde la télévision encore, quoi? Et c'est pour ça, justement, qu'ils ont besoin que ça soit spectaculaire et qu'il y ait du clash pour qu'on regarde, tu vois. Donc, je crois pas que ça soit nécessaire à la carrière d'un artiste. Regarde PNL, regarde Mylène Farmer. Ah, on ne voit pas, ils vendent des disques. Ouais, c'est vrai. Et toi aussi, il y a certains médias, notamment, je pense à la presse, qui tranchent dans la catégorie toujours soit le rappeur conscient, le rappeur intello. Est-ce que toi, c'est une case qui te dérange ou pas aujourd'hui ? Ouais, ça met le rappeur intello, non, ça passe pas, non, faut laisser... Non, c'est ça, donc... la Libé a ouais, fait ça. Ouais, je sais, mais en France, on est dans un pays où on aime bien ranger les gens dans une case. Et c'est aussi pour ça que je vais pas à la télé. Parce qu'eux, ils ont besoin d'un truc qui aille vite. Alors, qu'est-ce qu'on va dire ? Le rappeur repenti, le rappeur musulman, ou ils vont dire le rappeur intello. Ouais, mais si j'étais un peu ça, un peu ça, un peu ça, un peu ça et un peu ça, en télé, t'as pas le temps de développer tout ça. On va parler un peu des featuring de l'album. Donc il y a Sofiane. Ouais. Il y a 5 ans, t'apparaissais, tu faisais l'intro d'un freestyle, le Bouscapé d'ailleurs. Est-ce que tu peux me dire comment tu l'as amené sur ton album ? Il y a 5 ans, oui, on avait fait au 3000, il m'avait invité parce qu'il avait repris 2 issues. Issu du 9-3 meurtrier, là où le meurtrier est trop fréquent. La vie du voix et ses conséquences, je raconte les tripes du ghetto, ces ambiances sales. Quand sortent les kalachnikovs, tout le monde cavale. Ensuite, après, on s'est vu, parce qu'il travaillait avec Tefa et moi aussi. Et donc je l'avais invité sur plusieurs de mes concerts sur la tournée Mohamed Alix et notamment au dernier Zénith. Et donc on est assez proches et je trouve que c'est un grand lyriciste. Les gens le savent pas forcément. Les gens prennent plutôt le côté très Kaira, très banger, tout ça. Mais en réalité, c'est quelqu'un qui écrit très très bien. Et donc on est assez proches. Pour les autres featuring, soit ce sont des gens qui sont proches de notre univers, comme Chila, qui aussi travaille avec Tefa, ou c'est des gens qu'on a été chercher parce que ça nous parle, ce qu'ils font nous parle, quoi. Comme Omar, qui est du label de Dean Records. Et par exemple, Chila, est-ce que c'est aussi le fait qu'elle parle et qu'elle soit aussi engagée dans ses textes, elle parle de féminisme. D'ailleurs, les gens ont tendance à toujours ramener un peu sa musique à ça. Ouais. Est-ce que c'est aussi cet aspect-là qui a fait que tu l'as choisi ? Non, pas forcément. C'est surtout parce que je trouve qu'elle est hyper talentueuse et qu'elle a un sens de la mélodie qui m'impressionne vraiment. Elle était souvent au studio quand j'y étais et parfois je recevais des instrus. Je lui demandais de me faire des yaourts. Et en termes de flow, elle est vraiment impressionnante. Tes journées sombres la nuit, le soleil ne se couchera pas rose. Et est-ce que c'est Sofiane aussi qui t'a présenté Soul King ? Ouais, c'est Sofiane qui a fait Sofiane et Kala, qui est le bras droit de Sofiane, qui ont fait la connexion avec Soul King. Parce que d'abord, j'ai enregistré un titre
pour la réédition de l'album de Soul King qui va venir après, qui s'appelle Damas, sur lequel il m'a invité. Et ensuite, il l'a invité sur mon album. Tu fais aussi des références aux artistes qui sont donc un peu, on va dire, la nouvelle génération. Tu dis, tu m'as pas vu venir comme le signe de Jul. Ouais. Tu dis, comme Niska, je traîne avec Gros Bonnet. Ouais. Est-ce que c'est des mecs que t'écoutes Non, j'écoute pas forcément Jul, mais quand je dis tu m'as pas vu venir comme le signe de Jul, c'est que personne l'a vu venir. Personne pensait qu'il allait avoir un tel succès. Et quelque part, sur certains aspects, même si des gens peuvent s'imaginer que je vais être critique sur Jul et tout, sur certains aspects, je me retrouve plus en Jul qu'en certains rappeurs. Parce qu'il a quand même je pense que c'est un vrai mec du ghetto, Jul. C'est un vrai mec du ghetto. Et qui n'oublie pas les gens avec qui il a grandi et d'où il vient. Et pour ce qui est Niska, je l'ai rencontré une fois au Zénith et j'ai trouvé qu'il était très, très respectueux, très modeste, et j'ai trouvé que c'était un bon gars. Et même avant que je le connaisse, je regardais un peu les vidéos, notamment sur Bouscapé et tout ça, et j'étais tombé sur ce titre, Gros Bonnet, qui m'avait parlé. Je traîne avec Gros Bonnet, je traîne avec Gros Bonnet, je traîne avec Gros Bonnet, je traîne avec Gros Bonnet. Et d'ailleurs, donc, t'as vu, je crois que c'était à l'Olympiade de Moi à la Squale. Ouais. T'étais dans la salle. Est-ce que c'est un truc qui se profile ou pas? En fait, non, j'étais dans la salle, mais c'est pour un projet qui concerne plutôt le cinéma. Ah, c'est plus, là, t'as vendu plus la pour mèche. ça que j'étais là. Ok. Voilà. Dans Banlieusard ou pas? Oh. Non, c'est pas dans Banlieusard. Ok. Aussi, t'abordes donc des thèmes sociétaux, comme par exemple la question des bavures policières. Ouais. Qui est quand même quelque chose qu'on entend depuis assez récemment, qui a toujours existé, mais Ouais. On en parle un peu plus on entend maintenant. parler. Ouais, c'est ça. C'est quoi, toi, ton regard sur la justice actuelle vis-à-vis des banlieues? En ce qui concerne les violences policières, je pense qu'il y a toujours une forme d'impunité des policiers. C'est-à-dire que lorsque ils commettent des actes répréhensibles et qu'ils dépassent les limites de leur fonction et qu'ils ont recours à la violence de manière abusive, ils sont rarement condamnés. Et quand ils sont condamnés, c'est toujours à des peines qui sont incohérentes avec les faits qui leur sont reprochés. Et donc il y a comme ça une forme, on peut le dire, hein, de permis de tuer. Alors c'est ça, c'est ce que je dénonce. Mais ça ne veut pas dire que je déteste chaque policier et que j'ai un discours anti-flic primaire. Non. En 2005, je disais dans le morceau je revendique que certains jeunes insultent la police pour que dalle. Donc constat amer, j'ai dit... Et tes frères disparus, que tu continues à pleurer. C'est pas des flics qui les ont butés. On s'est entretués entre nous. On n'avait pas eu besoin des flics pour ça. Donc il faut être juste, mais il faut dire qu'en France, il y a un permis de tuer pour les policiers, et qu'aujourd'hui ça concerne beaucoup les Noirs et les Arabes, mais demain on voit aussi avec les mouvements sociaux, quand ils voudront réprimer le peuple, ça concernera tous ceux qui s'opposeront au pouvoir. C'est pour ça qu'on doit tous être solidaires sur cette question. Est-ce que tu as l'impression que la France s'inspire de la politique des États-Unis de plus en plus ou pas? C'est ce que tu dis un peu dans PDM? Oui, bien sûr. De toute façon, la France est un pays sous influence américaine. Hein. Ne serait-ce qu'avec ce qui s'est passé pendant les deux guerres et le rôle que les États-Unis ont joué, les deux guerres mondiales. Donc la France est un pays sous influence américaine. Le dernier coup d'éclat qu'il y a eu, c'est quand la France a décidé de dire non à l'intervention en Irak. Mais sinon, lorsque les Américains vont vers le sud, les Français vont vers le sud. Hein. Puis il n'y a qu'à voir comment Trump il a traité le président français actuel lors de leur première rencontre. Il s'est permis de le chamailler. On voit bien qu'il y a un suiveur et un meneur, quoi. Voilà. Alors du coup, sur Amal, tu as pris
tu as fait un storytelling et tu as pris une histoire vraie qui est celle de Amal Bentounsi. Est-ce que c'est une histoire qui t'a touché plus particulièrement ou comment ça s'est fait En fait, l'histoire d'Amal Bentounsi, elle m'a touché plus particulièrement par rapport à la réponse que Amal Bentounsi a apportée à l'épreuve qu'elle a subie, à savoir que son frère a été tué, abattu d'une balle dans le dos. Alors oui, c'était un braqueur, il était en cavale, il prenait la fuite, mais il était de dos, et ils l'ont abattu d'une balle dans le dos, et le flic a été condamné. Alors, il y a eu un premier procès où il a été acquitté, et un second en appel. Le procureur a fait appel, ce qui est une chose très rare, et il a finalement été condamné. À combien ? 5 ans de sursis. Donc il ne fera pas un jour de prison pour avoir abattu un mec d'une balle dans le dos. T'imagines si les mecs de quartier, si on savait qu'on risquait que 5 ans de prison pour abattre un mec, le nombre de meurtres qu'il y aurait dans nos quartiers. Mais ce qui m'a intéressé, c'est la réponse que Amal Bentounsi elle a apportée à ça. C'est-à-dire qu'elle a monté un collectif qu'elle a appelé Urgence, notre police assassine, et elle aide les familles de victimes de violences policières à s'organiser. Elle leur donne des conseils parce qu'elle a une expérience malgré elle dans ce domaine. Et deuxièmement, elle a repris ses études à l'âge de 40 ans. C'est-à-dire elle a 4 enfants et là elle est en 2e année pour devenir avocate. Et ça, je trouve ça extraordinaire, ça méritait bien une chanson. Est-ce que dans le clip, on voit plusieurs femmes c'est toutes des femmes qui ont connu ce genre d'affaires? Pas toutes, mais la plupart, c'est des femmes qui sont engagées du point de vue de l'associatif, parce qu'en général, dans les quartiers, en vérité, l'associatif est porté par des femmes. Il y a des familles de victimes de violences policières dans le clip, et toutes ont une histoire quand même particulière. Alors, à la fin du clip, ouais. Et à la fin du morceau, même on entend un extrait de Banlieusard. Ouais. Est-ce que pour toi, c'est une suite à ce morceau? 10 ans après, fallait que je le répète. On n'est pas condamné à l'échec. Ouais, c'était une suite à ce morceau, mais par un exemple concret. C'est-à-dire, on n'est pas condamné à l'échec. La preuve, regardez cette femme dont le frère a été abattu par un policier, qui s'est battu jusqu'à ce que le policier soit condamné, qui reprend ses études, qui deviendra certainement avocate. On n'est pas condamné à l'échec. Et pour toi, c'est le titre le plus important du projet. Enfin, quand on connaît l'impact de Banlieusard, est-ce que pour toi, c'est le titre Amal le plus important de Je rappe encore ou pas? Bah là, c'est trop tôt pour pouvoir le dire. C'est-à-dire du point de vue du fond, ouais, c'est quand même le plus important. Socialement, c'est le titre le plus important de l'album. Mais Blues avec Féfé n'est pas loin. Ouais. Ah ok. Tu parles aussi d'Aznavour, donc, qui nous a quittés cette année. Tu as dû déjà t'exprimer sur le sujet à l'époque où tu avais fait le morceau avec lui. Est-ce que tu peux nous raconter un peu quelles étaient vos relations, si tu le voyais encore après, et comment vous étiez connus? Je ne peux pas dire que j'ai eu des relations avec Charles Aznavour. J'ai eu l'occasion de le croiser, je crois, 3 fois. La première fois, c'était en studio, quand il est venu poser sur le morceau À l'ombre du show business. Et il a écouté le morceau, et puis il est rentré dans la cabine, et puis il a dit ce qu'il y a aujourd'hui sur le morceau, quoi. À l'ombre du show business, il faut être optimiste, mon frère. Tous les grands mouvements ont souffert. Les poètes sont morts de faim à l'ombre du show business. Et après, je l'ai revu une fois au concert de Grand Corps Malade, où j'avais participé lui aussi, et je l'ai revu une fois quand on a enregistré l'émission sur France 2. Et qu'il a dit ce truc sur moi, sur le rap et tout. Et quand on dit qu'aujourd'hui, nous avons une jeunesse qui ne connaît pas l'orthographe et qui n'apprend pas bien la langue, on est fiers et on peut dire merci à ceux qui pratiquent notre langue de cette manière. C'est quelqu'un dans lequel je me reconnaissais du point de vue artistique. Déjà, il a écrit, il a dit des choses que je pense j'aurais pu écrire et que j'aurais pu chanter, ou que j'aurais voulu écrire et que j'aurais voulu
chanter. Et puis c'est un artiste qui n'a pas explosé tout de suite, qui a été un bon moment à l'ombre du show business avant d'exploser et de devenir une icône quoi, de la musique française. Et puis dans ma carrière, il m'est rien arrivé que je n'ai pas été chercher avec la sueur et tout. Mais ça par contre, la rencontre avec Aznavour, c'était quand même quelque chose, je m'y attendais pas quoi. Ouais. Et est-ce que, parce que du coup, t'en parles dans le jour où j'arrêterai le rap, Ouais. Dans ta carrière, t'as dit plusieurs fois que tu te retirais du game. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui tu connais ce fameux jour ou pas? Ou est-ce que comme Aznavour, tu veux aller... Ouais, maintenant j'ai accepté que j'étais un artiste. Je suis un artiste, c'est ce que je fais, c'est ce que je ferai. Je veux pas devenir plombier en vérité. Tu vois, je l'ai accepté. Je suis un artiste. Donc j'ai arrêté le rap. D'accord, très bien. Dans ce morceau, donc on entend Medine au début. Ouais. Il y a aussi une phase de Quel âge criminel. Ouais. Et toi, tu passes une petite casse-dead à Youssoupha. Ouais. On en est où de la Ligue? Tu veux dire le featuring, la Ligue, et on rentrait Quel âge criminel dans la Ligue, c'est ça? Ah, pas forcément, c'est à toi de me dire, mais la dernière fois qu'on a parlé à Medine, il a dit « Tout dépend de Monsieur Kerry James ». Ouais, c'est facile de dire ça. C'est vrai que c'est vrai. Non, tout dépend de nos emplois du temps. Mais on est rentré en studio. On a enregistré 4-5 titres, dont un titre qui s'appelait My Life. Et My Life est devenu Le jour où je vais arrêter le rap, dans l'album de Youssoupha. Yeah, je sais d'où vient mon malaise. Un homme avec le vertige qui vit au bord d'une falaise. Voilà ce que je suis. Et le jour où j'arrêterai le rap dans mon album, et je pense qu'il sera aussi dans le prochain album de Medine. Et donc on a enregistré 4-5 titres, mais comme on est exigeant, on pensait qu'il fallait aller encore plus haut. Parce que quand les gens entendent Kerry, Youssoupha, Medine, tu vois, et sur une échelle de 100, ils s'attendent à du 98, quoi. Ouais. Et là, on était peut-être à 80. Et il nous faut du 98 au moins. Voilà. Ok, mais vous y travaillez, quoi. On y pense et on a envie de le faire. Ok. Ouais, le 8 décembre, tu vas faire le Zénith, une nouvelle fois. Ouais. Pour le Mohamed X Tour, il y avait toute une scénographie. Tu fais toujours des grosses scénographies, donc là, c'était en lien avec la boxe. Est-ce que cette fois, tu te mets toi la pression en disant il faut que je fasse toujours mieux? Est-ce que tu te mets une pression tout seul? J'ai eu un gros problème avec ça parce que le dernier concert, il était vraiment, vraiment chaud. Et ça marchait vraiment, ce truc de boxe. J'ai été tenté de le reprendre, mais on m'a déconseillé de refaire la même chose. Donc on est sur un autre univers. Là, on est sur un univers Black Panther, Malcolm X, ce genre de référence. Voilà. Donc ça va être un gros spectacle avec Pierre Belleville à la batterie, Manu Trouvé au synthé, OGB, Teddy Corona de la Mafia Quinfri en bac. Un gros show. Hein. Donc la même équipe que d'habitude? La même équipe et avec quelques surprises. Voilà. Ok. Et est-ce que pour toi c'est une salle particulière? Parce que du coup t'as fait plusieurs Bercy aussi. Non, j'en ai pas fait plusieurs, j'ai fait un Bercy, mais j'ai pris aucun plaisir. Le show était tellement exceptionnel dans le sens que on avait des invités et des morceaux qu'on jouait que ce soir-là. Donc j'avais une certaine pression. Et quand même, il y a tellement de monde que je trouve qu'il y a un truc un peu impersonnel qui me... Tu vois pas les visages? Qui me dérange. Je pense que pour kiffer un Bercy, il faut faire une tournée de Bercy. T'en fais 15, ouais, là tu dois kiffer. Mais quand t'en fais qu'un, c'est très spécial. Donc c'est une de tes salles... Mais ça veut pas dire que je vais pas faire un nouveau Bercy. Voilà, c'est là où je voulais en venir. Bon bah du coup, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? À part réussir ton Zénith, Est-ce que tu as des objectifs avec Je Rappe Encore? Ouais, bon, j'ai des objectifs. Ouais, on va faire un disque d'or, mais ça c'est normal. Écrit, ouais. C'est écrit. On va faire un disque d'or, on va remplir notre Zénith, normal. Et là, j'ai écrit 2 autres scénarios de long métrage. Donc après, je suis en montage sur Banlieusard. Voilà ce que je fais. Et j'écris une autre pièce de théâtre aussi également. Avec Leila Si ou pas?
Le Banlieusard est co-réalisé par Leila Si, et au moins un des 2 scénarios sera co-réalisé avec Leila Si aussi. D'accord. Voilà. Bon bah merci beaucoup Kerry James. Cool. Eh ben merci à toi. On survit en France ou en Libérie. Je suis parti du bas comme Franck Ribéry. Et leurs coups bas ne m'ont qu'à guéri. 20 ans après j'ai encore le mort. Jusqu'à l'amour ou jusqu'à la mort. Je vais tuer le match, péter le score. Cherche pas le clash, je rappe encore.